Donc, bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël Musquet. Je travaille au campus cyber sur les enjeux matériels. Moi, à la base, je suis météorologue. Donc, mon sujet, à la base, c'est de fabriquer des instruments qui mesurent des grandeurs physiques. Mais j'ai glissé tout doucement vers le hacking de voitures pour deux raisons. La première, c'est qu'on avait besoin d'équiper les véhicules pour pouvoir mesurer des grandeurs physiques atmosphériques. Et la deuxième, pour le SAMU de Normandie, parce que j'étais gravement malade en 2013. J'avais 1 mois et demi à tuer. Et donc, du coup, j'ai piraté la chambre d'hôpital où j'étais hospitalisé à Caen, ce qui m'a lié d'amitié avec le DSI du SAMU. On a commencé à réfléchir à comment on pouvait équiper les véhicules pour qu'ils puissent être sur des SAMU, des SMUR, connectés, transmettre les données et les signes vitaux des patients qui sont quand même dans des états nécessitant des urgences. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai pas de slide. J'ai ramené plutôt mes jouets. Pour ceux qui ne voient pas où je suis juste à côté avec la voiture. Donc le Toyota CHR rouge qui est juste à côté, le Red Pearl, c'est mon véhicule atelier. Et donc du coup, c'est le matériel que j'ai avec le véhicule. Donc je vais vous passer un peu des jouets pour que vous puissiez comprendre un peu le sujet. Ma présence ici à NCBR, elle est liée aux 6 surfaces d'attaque type que l'on a sur les véhicules. La première surface d'attaque, c'est la mécanique, la partie vraiment physique. On ne peut pas parler de cybersécurité si on ne sécurise pas les véhicules. Vous êtes parti de chez vous ce matin, vous avez fermé votre chambre d'hôtel, vous avez fermé votre maison, vous avez fermé à clé, vous avez vérifié qu'elle était bien fermée parce que vous avez envie de protéger ce qu'il y a dedans, qu'on ne vous vole pas vos affaires, vous n'avez pas non plus votre intimité. Pour les voitures, c'est pareil. On a souvent dans les CTF des épreuves de lockpicking, de crochetage de serrures. Donc là, je vous ai ramené 2 serrures, 2 barilets d'Audi. Audi fait partie du groupe Volkswagen. Donc quand vous êtes propriétaire d'une voiture du groupe Volkswagen, donc Skoda, Seat, Volkswagen, Audi, il y a une probabilité sur les millésimes 2009, 2012 que vous ayez ces barilets dans votre voiture. Donc c'est le plus vieux système de contrôle d'accès. Hein. Vous avez une clé, c'est la bonne, la clé est décodée, vous tournez, vous ouvrez le véhicule. On a des outils de crochetage de serrure. Donc là c'est un Litchi, c'est un HU66. Donc vous allez, avec cet outil-là, mécaniquement, aller pouvoir gratter les paillettes qui sont dans le barillet et pouvoir aller, j'essaie de vous faire écouter au micro, hop, je ne sais pas si vous entendez, il y a un petit cliquetis. Ce sont les paillettes que vous avez à l'intérieur qui sont poussées par des ressorts. Et si vous poussez bien, hop, fait 1, 2, et vous poussez. Vous voyez que là, je suis déjà plus dans l'axe. J'ai fait juste les 2 premières paillettes du haut. On est déjà plus dans l'axe de la serrure. Elle commence à partir parce qu'on se connaît bien, elle et moi. Et que ces paillettes, c'est juste des petits jeux mécaniques que vous avez et qui permettent d'empêcher au barillet de tourner et de la voiture de s'ouvrir. C'est-à-dire que certains véhicules, à partir du moment où la clé mécanique a permis de faire tourner le barillet, la voiture se déverrouille et ça désactive aussi l'alarme. Donc, un problème de vulnérabilité mécanique sur un véhicule, c'est déjà une vulnérabilité. Pour ceux qui ont envie de jouer avec, je vous laisse jouer avec. Pendant que je parle, je trouve que c'est un peu plus intéressant que les slides. Autre vulnérabilité mécanique, alors celle-là, elle est brutale, mais on a eu besoin de faire du sniffing sur des câbles de charge de véhicules. Donc on a des rumeurs en fonction des implémentations des différentes normes, la 1588-1 à 20, sur ce qui se passe sur un câble de charge de voiture. Qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus compliqué une charge de voiture que juste faire remplir son réservoir d'essence. Quand vous allez à la station essence, vous avez 2 interactions numériques. La première, c'est votre carte bleue, et la deuxième, c'est au pire votre carte de fidélité chez le fournisseur que vous avez choisi. Quand vous allez charger votre voiture, les interactions et surfaces d'attaque sont beaucoup plus importantes. Je vais les détailler un peu plus tard, mais le premier acte que vous faites quand vous allez vous connecter à charger votre voiture, vous allez brancher cette prise-là. Et sauf que, si vous regardez bien, vous découpez un câble. Donc, pour vous découper un câble de charge, c'est tout utilisé par les voleurs de câbles de cuivre. C'est une cisaille à câble qui permet en fait de découper proprement le câble.
Mais un câble de charge traditionnel, monophasé, c'est phase, neutre, terre et un câble de contrôle de charge. Et en fait, le deuxième bout, il est avec mes étudiants. Quand vous chargez votre voiture, vous ne transférez pas que de l'énergie. Et cette prise, c'est le système de courant porteur que vous avez entre la voiture et la borne électrique. Et donc, si l'implémentation n'a pas été faite correctement, si vous n'avez pas les bons certificats, si vous n'avez pas respecté la norme, les protocoles, les standards, il y a un risque que le câble de charge, lui, devienne un vecteur de vulnérabilité sur la charge de votre véhicule. Donc là encore, on n'est pas sur de l'intrusion fine comme tout à l'heure avec le lockpicking, mais cet outil mécanique que vous avez là, qui est électrique, très primaire en apparence, peut devenir un objet de vulnérabilité sur la charge de vos véhicules. Mais je détaillerai ça un tout petit peu après. La deuxième vulnérabilité, elle est électronique. Donc dans votre voiture, vous avez des bus qui circulent. Donc les bus, c'est des paires torsadées comme celle-là. Et en fait, cette paire torsadée, elle va transporter des données plus ou moins critiques de la voiture sur le volant, le freinage, le divertissement, les différents contrôleurs que vous avez. Là, vous avez une prise de diagnostic type que vous avez dans les véhicules. C'est un cordon Y qui permet de faire du man in the middle sur les bus. Vous avez branché ça sur la prise de diagnostic, sous votre volant, dans la boîte à gants ou le vide-poche intérieur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bus, il transporte pratiquement toutes les données nécessaires à la bonne conduite du véhicule. Et sur ce bus-là, vous avez différentes normes. Donc, le bus CAN est le plus connu, mais vous avez d'autres types de bus, le FlexRay, le Lean, le MOST. On a d'ailleurs même plus de bus Lean aujourd'hui que de bus CAN. Mais le principe est le même. L'idée, c'est de transporter une information d'un calculateur à un autre, un capteur, un préactionneur ou un actionneur. Le noyau Linux, quand vous allez brancher ce petit adaptateur qui s'appelle un CAN-able, donc c'est un petit adaptateur qui va faire l'adaptation de tension et de niveau de tension entre le bus de la voiture et le bus USB de votre ordi, de votre tablette ou votre téléphone. Le noyau Linux va considérer ce petit adaptateur comme une carte réseau. Et donc votre voiture devient un périphérique réseau sur lequel vous allez pouvoir utiliser vos outils d'analyse traditionnels, Wireshark, TCP-Dump, CAN-Hack, CAN-Loop, etc. Tous ces petits outils sympas. Là, ce que j'ai voulu vous montrer, juste avec une paire torsadée, donc vous le verrez tout à l'heure au véhicule pour ceux qui veulent voir, c'est le moyen le plus rapide. Une fois que vous avez fait l'intrusion fine, vous avez cassé la vitre ou vous avez crocheté la serrure de la voiture, l'objectif ultime du groupe criminel, du voleur, c'est d'accéder à ça. Parce qu'une fois que vous avez accès, comme sur un système d'information traditionnel, au système d'information de la voiture, vous pouvez reprogrammer une clé, vous pouvez démarrer le véhicule ou faire tout autre exploit que vous voulez. Mais l'accès à cette prise-là, à ce bus-là est critique. On a même d'autres types de ruses où certains voleurs vont percer la calandre ou déclipser les vides-poches, le garde-boue de la voiture pour aller sur les faisceaux qui vont aux optiques du véhicule. Comme les optiques, les phares du véhicule sont connectés par ces bus, si vous accédez au bus par l'optique, vous êtes en capacité de faire démarrer le véhicule, déclencher l'ouverture de la portière si vous parlez au calculateur de portière. Donc là encore, je vais jouer avec ça. Troisième vulnérabilité, la radio. Alors, la radio, elle est partout, elle est dans la clé. Donc les clés, comme celle-là, vous avez deux boutons, ouverture, fermeture, mais vous avez aussi un transpondeur qui émet tout le temps. Vous savez, quand vous passez votre pied sous l'arrière de la voiture, ou que vous laissez la clé dans votre sacoche et que vous ouvrez ou fermez, c'est super confort, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas magique. C'est possible parce que la clé et le véhicule communiquent tout le temps. Donc, trois types d'attaques, le brouillage. Donc c'est l'attaque la plus sale, la plus facile et la plus simple. Vous émettez à la même fréquence que la clé. Le véhicule n'entend pas la fermeture ou l'ouverture. Vous faites ça sur une aire d'autoroute et vous rentrez dans le véhicule. On rejoue ce que je vous ai raconté juste avant sur l'accès au port de diagnostic du véhicule. L'attaque de type rejeu, elle ne fonctionne plus trop sur les nouveaux véhicules parce que on a des codes tournants, des rolling codes, qui vont faire qu'à chaque action de la clé, vous aurez un nonce, donc
La clé, évidemment, va itérer à chaque action. Et donc, vous ne pourrez pas rejouer la précédente trame. Le véhicule considérera qu'elle a été déjà entendue et qu'on ne peut pas juste rejouer la trame radio. C'est partiellement vrai parce que si vous brouillez avant et que la voiture n'a pas entendu et que vous récupérez via votre brouillage que vous avez généré vous-même le signal et que vous soustrayez le brouillage, vous avez le signal utile que vous pouvez rejouer. Si vous n'avez pas compris, je vous explique ça tout à l'heure. Et dernière attaque, l'attaque de type relais, où on fait juste relayer le signal radio plus loin. Donc là, vous mettez vos clés dans des boîtes à clés métalliques à l'entrée de vos maisons. Ça évitera que la clé rayonne trop loin. Ça, c'est la contre-mesure. Mais l'attaque la plus utilisée aujourd'hui, c'est le relais. Donc on relaye juste le signal radio de la clé à proximité du véhicule. Elle pense que la clé est à proximité, elle s'ouvre, elle se déverrouille et vous pouvez démarrer le véhicule. Ça, pour faire ça, on utilise des radios logicielles comme celle-là, qui sont des radios qu'on va pouvoir coder pour des tâches bien particulières et les convertir en émetteurs-récepteurs comme l'on veut. Deux derniers sujets, les attaques logicielles et sur les données des véhicules. Donc, je vous montrerai un peu ce que je fais avec le CHR. Là, ce que j'ai dans la main, j'ai briqué ma voiture que vous avez à côté, je l'ai briqué 5 fois. Mon Toyota a été sympa, ils me l'ont réparé 5 fois. Mais c'est une voiture qui vaut 35 000 €, ça fait cher la brique, d'accord? Donc pour éviter ça, maintenant, j'utilise des Raspberry Pi avec des écrans tactiles 5 pouces comme ça. Et l'avantage, et là je remercie Toyota pour leur sérieux, leurs travaux. Toyota utilise depuis près de 5 ans Automotive Grade Linux, qui est un projet IVI de la fondation Linux. C'est un projet libre. Donc là, il est éteint, mais vous pourrez le voir allumé tout à l'heure dans la voiture. La seule différence qu'il y a entre cet ordinateur de poche et ma voiture, c'est que Toyota a customisé, a personnalisé l'in-vehicle infotainment, le logiciel de divertissement et d'infodivertissement de la voiture. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture pour commencer à faire de la cyber. Donc l'objectif vraiment pour moi, c'est de vous montrer par où on commence, parce que c'est la question qui revient souvent de la part d'étudiants, d'équipementiers ou de constructeurs. Comment on commence à faire de la cyber automobile à partir de matériel sur étagère. Donc, le matériel sur étagère là, en l'occurrence, c'est la Raspberry Pi, un écran tactile 5 pouces, et vous avez de quoi faire tourner ce que font tourner toutes les Toyota. Automotive Grade Linux, qui est supporté aussi par d'autres constructeurs. Pareil, je vous laisse jouer avec. Ce qui m'amène, si la régie veut bien, à deux projets. Alors ça, c'est une demande que j'ai faite. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça fait plus de 10 ans que j'essaye de travailler sur ces sujets automobiles. On est champion, pour ceux qui connaissent Synactive, Quarks Lab, IoT.bzh. La France, on est champion de cyber automobile. Synactive a reporté plusieurs fois le Pwn to Own. Ramen, c'est ce que j'attends depuis presque 10 ans. Merci Toyota. Ce que vous avez là, c'est une carte d'expérimentation pour des CTF et pour de l'entraînement. Vous avez 4 calculateurs qui sont simulés. Et donc, avec ça, pour 100 € à peu près, vous êtes en capacité de commencer à travailler sur une table pour commencer à vous entraîner sur de la cyber automobile, sans avoir besoin des 35 000 € et de briquer votre voiture. On a un port en ce moment qui est en train d'être fait sur du J1939. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un protocole de bus qui est utilisé dans les camions et dans les bateaux. Donc on est en capacité là bientôt de simuler aussi ce qui se passe dans un camion. Donc pour les équipes d'InCyber qui m'écoutent l'année prochaine, j'aimerais revenir avec un truck comme aux US, Cybertruck Challenge. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est InCyber. Mais nous, on est des Mickey à côté. C'est InCyber avec des trucks. Il faut rentrer des camions dans un hangar et on y va. D'accord ? Ils ne viennent pas avec une petite Toyota CHR rouge comme tout à l'heure. Et il y a le Maritime Hack Village aussi, où là, ils ont les trucks, mais pour tracter des bateaux. Et où là, pareil, c'est du CTF, mais sur du bateau, du vrai bateau. OK ? Quand vous n'avez pas de vrai bateau et que vous n'avez pas de vrai truck et que vous n'avez pas de voiture, vous pouvez utiliser Ramen sur les 3 domaines, poids lourd, bateau et voiture. Et vous voyez que là, vous avez une clé pour faire démarrer, quelques petites LED là pour simuler les phares, les clignotants. Le petit potentiomètre qui est là, c'est pour le volant. Les 2 potentiomètres qui sont ici, c'est pour simuler les pédales
de frein et d'accélérateur. Donc là, vous avez toute une série d'outils que vous pouvez utiliser. Donc vous avez juste ça connecté à votre PC et vous avez une voiture. Vous voyez qu'ils ont poussé le vice très loin. C'est que vous pouvez même interagir avec des vrais simulateurs de voiture sur votre PC où les différentes actions sur les actionneurs et les capteurs permettent de faire tourner le camion Coca-Cola. Ce projet, je vous dis qu'on est bon. Un des leaders du projet, c'est un Français. Il s'appelle Camille Gué. J'espère qu'il sera avec nous au hack. Mais si vous venez au hack à la CD sur d'Industrie fin juin, on aura un corner dédié entièrement à ça, que vous puissiez le voir. Ce qui m'amène au projet Open Pilot. Alors j'ai deux choses à vous montrer. La première d'il y a 9 ans, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hop. Et je m'arrête là après. La vidéo que vous voyez là, elle a 9 ans. C'est mon premier lâcher de volant. Ce n'est pas moi qui conduis à partir de maintenant, c'est le téléphone qui est ventousé qui est collé sur le pare-brise. C'était le Coma en version 1. C'est GeoHot, un autre hacker qui a créé ça. Il s'appelle OpenPilot. C'est un logiciel libre que vous pouvez télécharger, qui est gratuit sur GitHub. La boîte s'appelle Coma.ai, c'est ce que j'ai dans le dos et le hoodie que je porte. Près de 10 ans où GeoHot, alors pour ceux qui ne connaissent pas GeoHot, George Hot, c'est lui qui a jailbreaké les iPhones et piraté pour la première fois les PlayStation. Donc j'ai dit que c'était pas assez, il allait s'occuper des voitures. Et donc il a un produit qui s'appelle Coma. Donc là c'est un Coma en version 1, c'est un Neon pardon, en version 1. Et la version 3, elle est collée sur le pare-brise. Vous avez un réseau de neurones qui est capable, en seconde monte, sur un véhicule de série, une Toyota CHR ici, le long de la base Ariane 105 à Évreux, en Normandie, capacité de prendre les commandes du volant, du frein et de l'accélérateur, en filmant la route et en me filmant moi pour vérifier que je suis bien au volant. Si c'est possible, c'est parce que les trams sur le Buscan ne sont pas forcément chiffrés, authentifiés, etc. On a fait un peu d'ingénierie inverse. Vous avez 350 modèles de voitures aujourd'hui qui sont supportés. C'est l'autonomie de niveau 3. Donc en gros, la voiture, elle ne savait pas là, vous allez voir à la fin de la vidéo, elle ne savait pas prendre les ronds-points. Depuis l'année dernière, elle sait les prendre. C'est toujours pas ce que c'est qu'une priorité à droite. Et elle ne sait pas choisir toute seule les trémies de péage. Tout le reste, elle sait faire. Et tout le reste, elle sait faire. Là, vous avez un trajet entre 1h44 du matin et 4h13 entre Nantes et la Normandie, le 13 mars dernier. Alors, toute la barre de progression verte, là, c'est que la voiture était en mode autonome, sans les pieds, sans les mains. En bleu, c'est du manuel. Et en gris, c'est que j'ai effectué des manœuvres de correction parce que j'estimais que le calculateur, le pilote ne fonctionnait pas forcément toujours bien. Orange, c'est que la voiture, le pilote estime que le rayon de giration est trop important pour permettre au conducteur de reprendre en temps et en heure le volant. OpenPilot aujourd'hui, c'est un des plus beaux projets open source que je connaisse. Vous avez près de 600 millions de kilomètres roulés, 2 milliards d'heures de vidéos et des modèles qui sont générés aujourd'hui à partir de données libres, gratuites et en ligne. Quand on parle de souveraineté, quand on parle de cyber, vous imaginez bien que si je SSH la voiture, on a un petit souci. Donc je peux SSHer ma voiture, c'était mon rêve d'enfant. Donc je peux SSHer la voiture, mais si je la SSH mal, d'accord, shutdown-alt noir, on a un petit souci. Donc évidemment, pour pouvoir arriver à sécuriser tout ça, il n'y a rien de mieux que des logiciels libres, il n'y a rien de mieux que des industriels comme nous, comme vous, pour pouvoir, avec des paires d'yeux et nos mains, travailler sur tout ça. Mais l'IA, pour l'instant, ne pourra s'améliorer que si elle nous observe en train de conduire. Et ces réseaux de neurones-là, on est en train de les entraîner. Et évidemment, il ne faut pas qu'ils aient de biais. Le premier biais que vous avez ici, ce sont les routes françaises, européennes, qui ne sont pas du tout avec la même typologie que les routes américaines, qui servent massivement à entraîner tout ça. Pareil pour des routes asiatiques. Donc il faut impérativement, pour que des IA de conduite demain, qu'on n'ait pas d'hallucination et qu'on n'ait pas de problème, la cybersécurité de la conduite autonome se joue déjà là, maintenant, tout de suite. Il faut que les modèles de conduite soient suffisamment bien entraînés par des personnes de confiance
pour qu'on soit sûr que le véhicule ne prendra pas la mauvaise décision le jour où un attaquant décidera qu'il doit faire autre chose. Je m'arrête là. Je ne sais pas, cher MC, combien de temps j'ai... Il vous reste du temps. Il vous reste du temps Oui, 5 minutes, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai fait peur. Alors l'idée, c'est de vous montrer un peu... Oui, question? J'arrive. Je n'ai pas parlé des drones. Merci. Alors, question, c'est en partie. Au niveau légal, comment ça se passe avec l'assurance, le fait de rajouter une partie? Alors, c'est une question chiante, je sais. Même tellement française, quoi. Mais je sais bien. Je suis sorti. Mais 73, Ouais. c'est que la référence. Ok, super. Alors, c'est une aide à la conduite, donc qui n'est pas considérée comme un facteur aggravant. Donc, je dois rester maître du véhicule en tout temps. Donc, c'est moi qui conduis, d'accord? C'est très important. C'est pas une conduite sous emprise, d'accord? Donc, ça d'un côté. Alors, j'ai 2 assurances, une pour la route normale et une assurance professionnelle. Alors, pas tant pour la conduite, mais au cas où j'impacterais potentiellement, parce que je fais ça chez des clients, où j'abîmerais le véhicule ou qu'il y aurait un souci sur la mise en œuvre du logiciel en lui-même. Mais c'est une très bonne question. Je me moque souvent en disant que c'est une question très française. Tout ce que je vous raconte là, c'est dans un super ouvrage que vous pouvez télécharger qui a été écrit par Craig Smith, qui s'appelle le Character Handbook. Pour commencer, c'est très bien. Il commence à dater, mais il est encore d'actualité. Il faudrait juste le mettre à jour avec tout ce que je viens de vous présenter là. Vous imaginez qu'en 10 ans, ça a pas mal progressé. Et si vous avez vraiment envie de tester, alors j'ai pas abordé le sujet des drones, mais j'ai ramené des drones air, terre, mer, espace, qui sont juste à côté. Mais on implémente aussi dans ces drones de plus en plus les mêmes technologies qu'on a dans les véhicules, y compris sur des drones filoguidés, parce qu'on a des petits soucis de brouillage et tout. Donc là, on a des fibres optiques qui sont utilisées par des drones en Ukraine. Donc là, c'est la bobine brute. L'état de l'art aujourd'hui, c'est 65 km. Et pareil, on travaille au campus cyber sur la sécurité des transceivers optiques pour éviter que le drone soit brouillé. Vous avez ces transceivers-là qui sont à l'arrière de la radiocommande. Alors l'état de l'art, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est 65 km de fibres optiques emportées par le drone entre le pilote et le drone. D'accord? L'être humain est très bon pour faire du mal à son prochain. Tout ça pour aller tuer et blesser un mec de l'autre côté. C'est des signaux faibles pour nous a priori. Croyez-moi, quand on saisit 35 tonnes de cocaïne en Martinique, il y a bien quelqu'un en face qui n'est pas content. D'accord? Donc l'idée pour moi, c'est qu'on n'ait pas et qu'on ne voit pas arriver ce qui est en train de se passer au Mexique, en Colombie, en Haïti. C'est que ces drones-là, on puisse les intercepter, qu'on puisse savoir comment ils fonctionnent. Et ça aussi, c'est un gros sujet pour nous, puisque beaucoup de ces machines fonctionnent avec des logiciels libres, sur des théâtres sur lesquels on peut être parfois engagé, malgré nous. Et donc c'est important qu'on puisse les détecter. Donc juste à côté, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais vous avez un drone terrestre ici, un 6-4, 6 roues, 4 roues motrices, des drones volants, un petit CubeSat, parce que c'est aussi dans la catégorie des véhicules. J'espère l'année prochaine vous ramener peut-être un bateau, mais en tout cas un camion, pour qu'on puisse s'amuser avec ça. Je me sens un peu seul, je vous avoue. On n'est pas beaucoup à ramener, alors, autant B-Sides, Pwn to Own, Defcon, les Carac Village, c'est une tradition. En France, on est un peu pauvre en Carac Village. Donc je cherche des copains et des copines pour continuer à m'amuser avec des véhicules. C'est super fun, c'est super cool. C'est un peu anxiogène un peu parfois, mais l'idée c'est qu'on soit plusieurs l'année prochaine et au HAC et aux prochains événements cyber à faire ces démos in vivo sur les véhicules. Je m'arrête là, parce que je crois que j'ai atteint le... C'est bon. Et puis si vous voulez, je suis à côté. Exactement. Merci en tout cas Gaël Musquet pour cette présentation. Est-ce que vous avez dit que vous étiez à côté, c'est ça? Oui, je suis juste à côté. Avec la Toyota, avec voilà, la voiture. exactement. N'hésitez pas Premier à y arrivé, passer. dernier parti, parce qu'il faut démonter les En stands. tout cas, merci pour tous ces jouets. Et l'année prochaine, le camion, voire plus, évidemment. Bon, en tout cas, merci à vous.